Le 18 mars 2015, une brume légère s'accrochait encore aux collines du nord de l'Angleterre lorsque l'équipe du matin prit son service dans un parc animalier privé. Le secteur réservé aux grands félins se trouvait à l'extrémité du domaine, séparé des espaces accessibles au public par une voie de service recouverte de gravier. Margaret Whitmore, soigneuse principale, âgée de 52 ans, arriva pour prendre son poste habituel. Cela faisait 14 ans qu'elle travaillait dans cet établissement. Aucun autre membre de l'équipe chargée des carnivores n'avait autant d'ancienneté. Son quotidien tournait essentiellement autour des tigres de Sumatra. Ses collègues la décrivaient comme une professionnelle méticuleuse, profondément attachée au bien-être des animaux dont elle avait la responsabilité. Le parc abritait 3 tigres de Sumatra dans un ensemble d'enclos reliés entre eux. Des espaces extérieurs communiquaient avec des loges intérieures par l'intermédiaire de couloirs de transfert. Le déplacement des animaux était contrôlé grâce à des portes hydrauliques coulissantes. À chaque accès réservé aux soigneurs, un panneau lumineux fonctionnant comme un feu de circulation indiquait la position des portes. Une lumière verte signifiait que la porte correspondante était fermée. Une lumière rouge signalait qu'elle était ouverte et que l'enclos devait être considéré comme occupé. Mais le dispositif ne surveillait que les portes. Il ne permettait pas de savoir où se trouvaient réellement les animaux. C'est ce détail qui reste le plus difficile à oublier. Le vert ne signifiait pas que l'endroit était sûr. Il indiquait seulement qu'une porte était fermée. Pourtant, avec les années, tous les employés avaient fini par confondre ces deux idées. Ce matin-là, Margaret devait déposer de la nourriture destinée à stimuler le comportement naturel des tigres dans l'enclos extérieur principal, avant l'ouverture du parc. La procédure de consignation imposait 2 vérifications avant toute entrée. Il fallait d'abord contrôler le panneau lumineux, puis confirmer visuellement la présence du tigre en regardant à travers une ouverture aménagée dans le mur de la loge intérieure. Une 3e précaution était également prévue. Le soigneur devait secouer physiquement la porte du couloir de transfert afin de s'assurer que son verrou était bien engagé. Avec le temps, cette étape supplémentaire avait cessé d'être appliquée de manière systématique. La plupart des employés observaient le voyant, jetaient un coup d'œil dans la loge et, si tout paraissait normal, entraient. Ce matin-là, le panneau affichait une lumière verte. La porte de la loge était effectivement fermée. Seulement, le tigre ne l'avait jamais franchie. Après la fermeture de la veille, l'animal s'était installé dans le couloir étroit reliant la loge intérieure à l'enclos extérieur. La porte donnant sur cet enclos était restée légèrement entr'ouverte. Elle n'avait pas été correctement verrouillée par l'équipe précédente. L'ouverture était assez large pour que le tigre puisse passer, mais trop discrète pour être facilement repérée depuis l'accès des soigneurs, situés de l'autre côté de l'installation. Je reviens sans cesse à cette lumière verte. Le système n'était pas en panne. Il ne donnait pas une information techniquement fausse. Il disait la vérité au sujet de la porte, tout en donnant une impression trompeuse sur la position du tigre. Chaque soigneur avait appris cette distinction pendant sa formation. Pourtant, après des années sans incident, plus personne ne semblait la considérer comme une différence capable de coûter une vie. Margaret contrôla le panneau. Le voyant était vert. Elle regarda ensuite à travers l'ouverture donnant sur la loge intérieure, plongée dans la pénombre. Elle ne distingua aucun mouvement. Elle déverrouilla alors la porte de service et pénétra dans l'enclos extérieur, un seau de nourriture à la main. Le tigre de Sumatra est la plus petite sous-espèce de tigre encore présente aujourd'hui. Malgré cela, un mâle adulte pèse généralement entre 100 et environ 140 kg. Pour chasser, il mise sur la discrétion, puis sur une accélération brutale. Il attaque souvent par derrière en visant le cou et le crâne. Dans les accidents mortels survenus en captivité, cette méthode d'embuscade arrière apparaît régulièrement. Une morsure maintenue peut écraser ou déplacer les vertèbres cervicales. Le tigre avait déjà traversé la porte mal fermée du couloir de transfert. Il se trouvait dans l'enclos avant même que Margaret n'y entre. Il n'avait pas surgi à travers une ouverture après l'avoir vue. Il n'avait pas eu besoin de parcourir tout l'espace pour l'atteindre. Il était simplement là, silencieux, invisible dans un endroit que la soigneuse croyait vide. D'après la reconstitution,
Margaret avançait vers le point d'enrichissement situé près du centre de l'enclos lorsque le tigre s'approcha derrière elle. Sur ce sol meuble, elle n'aurait probablement pas pu entendre ses pas. L'agression correspondait au comportement d'attaque déjà observé chez les tigres. L'animal bondit par l'arrière et saisit la nuque. La morsure infligea une pression écrasante à la colonne cervicale et aux voies respiratoires. Le traumatisme vertébral, combiné à la compression du cou, provoqua une incapacité presque immédiate. Après un court moment, le tigre lâcha prise. Il resta brièvement à proximité du corps, puis se dirigea vers l'extrémité opposée de l'enclos. C'est là qu'il fut retrouvé plus tard, au repos. Daniel Hughes, un soigneur débutant âgé de 34 ans, arriva pour la relève environ 20 minutes plus tard. Aucun appel radio obligatoire n'était prévu entre les deux prises de poste. Daniel regarda le panneau. Le voyant était toujours vert. Mais à travers la séparation grillagée, il remarqua que la porte du couloir de transfert était entr'ouverte. Il déclencha immédiatement la procédure de confinement d'urgence. Margaret fut découverte dans l'enclos. Les secours constatèrent son décès sur place. 20 minutes. Elle était restée seule dans cet espace pendant 20 minutes avant que quiconque ne comprenne ce qui venait de se produire. Et lorsque Daniel était arrivé, la lumière brillait encore en vert. S'il n'avait pas remarqué la porte entr'ouverte, personne ne sait combien de temps la situation aurait pu rester ainsi. L'enquête établit que le panneau avait fonctionné exactement comme prévu. La porte de la loge était fermée et le système signalait bien sa position. Mais il n'avait jamais été conçu pour localiser physiquement le tigre. Il ne contrôlait que l'état des portes. Cette limite figurait dans les documents de formation. Pourtant, au fil des années et des journées sans accident, elle s'était fondue dans la routine jusqu'à ne plus sembler réellement importante. Le parc fut sanctionné pour l'application insuffisante de ses procédures de consignation et pour une infrastructure de sécurité susceptible d'induire les employés en erreur. Une lumière verte, une loge trop sombre pour être inspectée correctement, une porte restée à peine entr'ouverte. Il n'en avait pas fallu davantage. Après avoir étudié de nombreux accidents de ce type, je retrouve presque toujours le même schéma. Ce ne sont pas nécessairement des pannes spectaculaires, tout paraît ordinaire jusqu'à l'instant précis où plus rien ne l'est. Le 6 juillet 2017, l'air sec de l'hiver semblait immobile au-dessus du Lovell de Rural, dans la province sud-africaine du Limpopo. Le sanctuaire animalier longeait le lit d'une rivière saisonnière, alors réduit à une étendue de boue craquelée ponctuée de quelques flaques. Sous un ciel sans nuages, la végétation clairsemée du Bushveld était brune et presque endormie. Sifo Mokoena, responsable des éléphants âgé de 45 ans, commença sa tournée tandis que le soleil s'élevait au-dessus des arbres. Il travaillait dans ce sanctuaire depuis 18 ans. Il s'occupait d'un petit groupe d'éléphants secourus, provenant d'opérations d'abattage ou de collections privées qui n'avaient pas réussi à les garder. Sifo connaissait le tempérament, les habitudes et l'histoire de chacun d'eux. Auprès de ses collègues, il était réputé pour son calme inébranlable, une sérénité à laquelle les animaux semblaient eux-mêmes sensibles. Officiellement, le sanctuaire appliquait un système de contact protégé. Les soigneurs devaient toujours interagir avec les éléphants depuis l'autre côté d'une barrière. Ils ne devaient jamais partager directement un espace ouvert avec eux. Dans la réalité, l'état vieillissant des installations compliquait l'application stricte de cette règle. La zone destinée aux mâles ne possédait pas d'enclos d'isolement suffisamment résistant pour accueillir un animal en période de must. Présentait depuis une semaine les premiers signes de cet état hormonal. Des sécrétions provenant de ses glandes temporales formaient des traces sombres de chaque côté de son visage. Il se montrait plus agité et adoptait des postures menaçantes envers les autres éléphants. L'équipe vétérinaire avait identifié les symptômes et recommandé son isolement. Mais aucun espace adapté n'était disponible. La direction avait donc choisi de renforcer les précautions au lieu de suspendre complètement les interventions à proximité de l'animal. Renforcer les précautions. Cette expression apparaît dans de nombreux rapports d'accidents. Elle signifie presque toujours la même chose. Le danger avait été reconnu, mais le travail n'avait pas été interrompu. Sifo avait déjà géré cet éléphant pendant plusieurs phases d'agitation accrue sans connaître d'incident.
Plus de 10 années d'interaction quotidienne avaient créé entre eux une familiarité qui dépassait désormais ce que l'état hormonal de l'animal permettait raisonnablement. Ce matin-là, l'éléphant semblait plus calme que durant les jours précédents. Sifo pensa que la période de must était en train de s'achever. Il entra dans une zone de service commune, voisine de l'enclos du mâle. Cet espace fermé par une grille ne respectait pas les règles du contact protégé, mais les employés l'utilisaient de manière informelle depuis des années. Ce qui rend ce drame si difficile à accepter, c'est que Sifo n'était ni imprudent ni inexpérimenté. Il observa l'animal comme il l'avait déjà fait des milliers de fois. Mais sous l'effet de ses hormones, l'éléphant n'était plus tout à fait celui qu'il connaissait. 18 années passées à comprendre un animal, puis une seule semaine durant laquelle l'équilibre de cette relation se trouve entièrement bouleversé. L'éléphant d'Afrique est le plus grand animal terrestre. Un mâle adulte pèse généralement entre 4 tonnes et demie et près de 6 tonnes. Les mâles traversent périodiquement le must, un état hormonal pendant lequel le niveau de testostérone augmente fortement. Leur agressivité peut alors s'intensifier de façon spectaculaire. Le comportement associé au must est particulièrement imprévisible. Des périodes de calme apparent peuvent être interrompues sans transition par une violence explosive. Lorsqu'un éléphant tue un soigneur, le piétinement constitue l'un des mécanismes les plus fréquents. Chacun de ces pas peut exercer une pression écrasante de plusieurs tonnes. Le changement de posture fut bref. L'éléphant écarta les oreilles et raidit sa trompe. Sifo n'eut pratiquement aucun temps pour réagir. Le premier coup de trompe le renversa et le projeta au sol. L'animal enchaîna avec un piétinement court mais continu. Ses immenses pieds antérieurs s'abattirent avec une force écrasante sur le torse du soigneur. Les employés présents dans la zone d'alimentation voisine entendirent les impacts. Ils se précipitèrent vers l'enclos, utilisant des véhicules et du bruit pour repousser le mâle agité jusqu'à l'extrémité opposée. Toute l'agression ne dura que quelques secondes. J'ai repris mentalement le déroulement des faits, à la recherche d'un moment où Sifo aurait pu agir autrement. Ce moment n'existe pas. Entre le signal d'alerte et le premier coup, il s'était écoulé à peine 1 seconde. Sifo souffrait de blessures internes catastrophiques provoquées par l'écrasement. Il fut déclaré mort avant qu'un transport médical puisse être organisé. L'enquête mit en évidence l'absence d'infrastructures adaptées à la gestion d'un éléphant en must. Elle releva également des infractions informelles aux règles de contact protégé, devenues normales après des années de pratique, ainsi que l'échec de la direction à suspendre les interventions de proximité dès l'apparition des premiers symptômes. Le sanctuaire ferma temporairement afin de réexaminer ses procédures. 18 ans de confiance avaient été effacés par une modification hormonale. Le soigneur en avait vu venir les signes, mais ni lui ni l'établissement n'avaient traité la menace comme un danger exigeant l'arrêt immédiat du travail. La familiarité peut finir par devenir une forme de risque. Plus on croit connaître un animal, plus il devient difficile d'accepter qu'il puisse soudain ne plus réagir comme avant. Le 11 octobre 2016, un ciel bas et couvert pesait sur un zoo municipal du nord de l'Allemagne. La température avait brusquement chuté pendant la nuit, laissant de la condensation sur les parois en béton des installations les plus anciennes. Markus Weber, soigneur de la section des carnivores âgé de 38 ans, prit son service habituel. Il travaillait au zoo depuis 7 ans et avait passé la majeure partie de cette période à s'occuper de l'enclos de l'ours polaire. Le complexe, principalement construit en béton, remontait aux années 1970. Il n'avait été que partiellement modernisé au cours des décennies suivantes. Le bâtiment des ours polaires fonctionnait avec des portes de transfert manuelles et un système de confirmation par radio. Chaque matin, un premier soigneur devait faire passer l'ours de sa loge intérieure vers l'enclos extérieur. Il devait ensuite vérifier visuellement que l'animal était bien dehors, verrouiller la porte de transfert, puis prévenir par radio le second soigneur. Celui-ci pouvait alors entrer dans la partie intérieure afin de la nettoyer et de préparer la nourriture. Ce matin-là, le collègue de Markus, posté près de l'enclos extérieur, fit sortir l'ours sans difficulté. Il verrouilla la porte de transfert,
puis confirma par radio que la loge intérieure était vide. Marcus accusa réception du message et se prépara à entrer. Aucun des deux hommes ne savait que la goupille de verrouillage s'était détériorée. Des années d'utilisation quotidienne, de variations de température et d'exposition à l'humidité l'avaient usée au point qu'elle ne s'engageait plus complètement lorsqu'une pression était exercée sur la porte. Au départ, la goupille tint en place. Mais quelques minutes plus tard, l'ours appuya de tout son poids contre la séparation. La pièce usée glissa hors de son logement. La porte s'ouvrit lentement. L'animal regagna la loge intérieure sans attirer l'attention. Le second soigneur avait déjà quitté le secteur pour poursuivre son travail dans une autre partie du zoo. C'est l'intervalle entre l'appel radio et la défaillance du verrou qui me revient sans cesse. Au moment où le collègue de Marcus avait annoncé que la pièce était vide, cette information était exacte. Lorsqu'il ouvrit la porte de service, elle ne l'était plus. La vérité n'était restée valable que quelques minutes. Personne ne savait qu'elle avait déjà cessé de l'être. Marcus pénétra dans la loge intérieure par l'accès réservé au personnel. Il s'agissait d'une pièce fermée en béton, avec un plafond bas et une visibilité limitée. Depuis la porte, aucun refuge n'était accessible. Une alcôve avait été creusée dans le mur du fond pour servir d'espace de repos à l'animal. Elle était invisible depuis l'entrée. L'ours s'y était installé. Les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres. Un mâle adulte dépasse couramment les 400 kg. Ses pattes antérieures peuvent frapper avec assez de puissance pour écraser un crâne humain, et ses mâchoires comptent parmi les plus redoutables de tous les carnivores terrestres. Dans un espace fermé, l'attaque peut devenir continue et impossible à interrompre, surtout lorsque l'animal ne distingue aucune voie de retraite. L'ours détecta presque immédiatement la présence de Marcus, grâce au bruit et à ses mouvements. Dans cette pièce étroite en béton, sans barrière de secours ni abri accessible, l'agression fut aussi rapide que dévastatrice. D'après les conclusions de l'enquête, les blessures correspondaient à des morsures prolongées et à une force d'écrasement principalement concentrée sur la tête et le haut du corps. Le second soigneur entendit des bruits par l'intermédiaire de la radio. Il déclencha aussitôt le protocole d'urgence du zoo. Une équipe d'intervention fut envoyée sur place avec du matériel de tranquillisation. Mais Marcus avait déjà subi des blessures mortelles avant qu'elle puisse intervenir. Aucun refuge accessible. Voilà le défaut de conception qui reste le plus marquant. Une pièce construite dans les années 1970, dotée d'une seule porte, dépourvue de séparation d'urgence et comprenant une alcôve qu'il était impossible d'observer depuis l'entrée. L'ours n'avait pas créé le piège. L'architecture l'avait fait. L'enquête désigna la goupille usée comme la cause mécanique principale de l'accident. Cette détérioration n'avait pas été signalée au cours des inspections d'entretien les plus récentes. Le zoo suspendit son programme consacré aux ours polaires et mit définitivement l'installation hors service. Une goupille rongée par le temps. Une confirmation radio devenue fausse avant même l'ouverture de la porte. Une pièce en béton sans issue ni refuge. Il avait fallu que tous ces éléments se rejoignent au même moment pour que cette matinée se termine ainsi. Le 22 mai 2014. La chaleur humide du début de la saison des pluies s'abattait sur une ferme de crocodiles du sud de la Thaïlande. L'établissement, qui accueillait également des touristes, se trouvait en retrait de la route principale. Il s'étendait sur plusieurs hectares de terrain dégagé. Derrière un mur de béton peint, on apercevait ses bâtiments bas et ses bassins à ciel ouvert. Naren Chayasit, un jeune soigneur de reptiles âgé de 24 ans, arriva pour prendre son poste. Il travaillait là depuis 2 ans. Il faisait partie d'une équipe d'environ 15 employés chargés d'entretenir les installations où vivaient plus de 200 crocodiles marins. La ferme servait aussi de parc touristique. Des plateformes permettaient aux visiteurs de surplomber les bassins en béton réservés aux animaux les plus imposants. Les équipements de sécurité étaient rudimentaires. Les enclos possédaient des cloisons coulissantes manuelles. Ces lourds panneaux d'acier se déplaçaient sur des rails fixés au sol et pouvaient être immobilisés à l'aide d'un verrou vertical. Il n'existait cependant aucun panneau lumineux, aucune procédure formelle de consignation et aucun protocole écrit imposant une vérification.
Les employés se contentaient de confirmations verbales. Le fait d'abaisser réellement le verrou dépendait entièrement des habitudes de chacun. Ce matin-là, Narin devait nettoyer un enclos en béton occupé par un mâle dominant dont la longueur était estimée à environ 4,30 mètres. Un employé plus expérimenté fit coulisser la cloison pour enfermer le crocodile dans la partie voisine. Il annonça ensuite à Narin que la porte était correctement fermée. Mais il n'abaissa pas le verrou. Il ne testa pas non plus la cloison. Cette manière de travailler était devenue habituelle. Le personnel procédait ainsi depuis des années sans avoir connu d'accident. Depuis des années sans incident. Cette formule revient souvent dans les rapports sur la sécurité. Elle ne prouve pas qu'une méthode est sûre. Elle signifie seulement que la chance n'a pas encore pris fin. Narin entra dans l'enclos avec un tuyau à haute pression. Le sol en béton était recouvert de plusieurs centimètres d'eau stagnante, ce qui était courant dans les installations dont l'évacuation reposait sur un drainage par gravité. Il commença à rincer les murs, le dos tourné vers la cloison. Leurs mâchoires produisent la morsure la plus puissante mesurée chez un animal vivant, avec une pression supérieure à 255 bars. Pour attaquer, le crocodile passe d'une immobilité presque totale à une accélération explosive. Il referme ses mâchoires sur sa victime, puis tente généralement de l'entraîner dans l'eau. Le crocodile poussa contre la cloison non verrouillée. Ce comportement n'avait rien d'exceptionnel. Dans leurs enclos, ces reptiles testent régulièrement les obstacles qui les entourent. La porte glissa le long de son rail. Dans cet espace fermé en béton, couvert d'eau stagnante, Narin ne disposait d'aucune place pour esquiver l'animal. Les travailleurs présents dans les enclos voisins entendirent l'attaque. Il y eut d'abord une éclaboussure soudaine et violente, puis les bruits d'une lutte. Le crocodile referma ses mâchoires sur le bas de la jambe de Narin. Il le déséquilibra et le tira entièrement dans l'eau. La profondeur ne dépassait que quelques centimètres. Pourtant, cela suffit au reptile pour immobiliser sa victime et lui maintenir la tête sous la surface, tout en tentant d'imprimer à son corps une partie de son mouvement de rotation. D'autres employés atteignirent l'enclos quelques minutes plus tard. Ils essayèrent d'intervenir avec des perches et des cordes, mais ne parvinrent pas à faire lâcher prise au crocodile. Narin mourut des conséquences combinées des morsures, de la noyade et de l'hémorragie. Quelques centimètres d'eau. C'est le détail qui demeure le plus difficile à concevoir. Il ne s'agissait ni d'un fleuve ni d'un lac, seulement d'une mince couche d'eau sur un sol en béton. Et cela avait suffi. L'enquête révéla une défaillance générale de la sécurité. Il n'existait aucun protocole écrit, aucune obligation de vérifier les verrous et aucune trace d'une formation structurée du personnel. Les activités de l'établissement furent suspendues dans l'attente d'un examen par les autorités. Un verrou qui n'avait jamais été abaissé. Quelques centimètres d'eau stagnante sur une dalle de béton. La vie de Narin avait dépendu de cette marge infime. Le plus révoltant est que rien, dans cet accident, n'était réellement impossible à prévenir. Le danger n'avait pas été dissimulé par une panne complexe. Un raccourci avait simplement été répété si souvent qu'il avait fini par ne plus ressembler à un risque. Le 14 avril 2013, une matinée d'automne claire s'installait sur le centre du Chili. À l'est, les Andes dessinaient une ligne blanche et déchiquetée sous le ciel dégagé. Le zoo municipal occupait une portion d'un parc public. Ces enclos de béton vieillissant avaient été construits plusieurs décennies auparavant, à une époque où les normes de sécurité étaient nettement moins exigeantes. Arriva pour commencer ce qui aurait dû être une journée ordinaire. Il travaillait au zoo depuis 4 ans et s'occupait principalement de la fauverie. Le bâtiment abritait 3 lions d'Afrique dans plusieurs loges reliées entre elles. Les employés accédaient à ces espaces par un étroit couloir de service aménagé derrière les enclos. Depuis 2 ans, le zoo subissait des réductions budgétaires progressives. L'équipe chargée des grands prédateurs était passée de 4 soigneurs à seulement 2. Le règlement exigeait pourtant la présence de 2 employés lors de toute intervention concernant les lions. L'un devait accomplir la tâche prévue, l'autre devait surveiller les portes et se tenir prêt à intervenir en cas d'urgence.
Cette règle figurait noir sur blanc dans le manuel de sécurité. Mais depuis plusieurs mois, elle était régulièrement enfreinte, car les services assurés par une seule personne étaient devenus la norme. Ce matin-là, l'unique collègue de Mathias prévint qu'il était malade. Mathias se retrouva seul pour gérer toute la fauverie. Le zoo devait ouvrir au public dans 90 minutes. Toutes les tâches matinales devaient être terminées avant l'arrivée des visiteurs. Mathias contacta la direction. Aucun remplaçant n'était disponible. Lors de situations précédentes, l'idée de retarder l'ouverture avait rencontré une forte résistance. Cet appel est le moment décisif de cette histoire. Mathias avait suivi la bonne procédure. Il avait signalé le problème. Il avait demandé de l'aide. L'établissement avait refusé de lui en fournir. À partir de cet instant, un homme se retrouvait seul dans un bâtiment rempli de prédateurs, obligé d'effectuer une tâche que le règlement de son propre employeur interdisait formellement d'accomplir sans assistance. Mathias commença donc sa tournée seul. Il entra dans le couloir de service, un passage en béton d'environ 1,20 m de large. Des murs pleins n'encadraient de chaque côté sur toute la longueur du complexe. Avant d'y pénétrer, la procédure imposait de vérifier que les 3 lions étaient entièrement enfermés dans leur loge. Chaque porte devait être fermée, verrouillée et contrôlée. Mathias inspecta visuellement les accès. 2 portes étaient manifestement sécurisées. La 3e retenait une lionne adulte. Depuis l'angle où se trouvait Mathias, elle semblait fermée. En réalité, le loquet n'était engagé qu'en partie. La porte restait en place grâce au frottement et non grâce au mécanisme de verrouillage. Depuis le couloir étroit, Mathias ne pouvait pas voir cette différence. Les lions d'Afrique comptent parmi les prédateurs les plus puissants de la planète. Son accélération élastique lui permet de franchir une courte distance avant qu'un être humain puisse réagir. Dans les zoos, les attaques contre les soigneurs se produisent souvent dans les couloirs de service et les passages de transfert. L'étroitesse de ces lieux supprime presque toute possibilité de fuite. La morsure d'un lion peut exercer une pression d'environ 45 bars. Lors d'une attaque, l'animal vise fréquemment la tête et le cou afin de neutraliser rapidement sa victime. La lionne entendit les bruits et les mouvements dans le couloir. En captivité, les lions testent régulièrement les portes de leurs enclos en appuyant dessus avec leurs pattes. Lorsque la lionne poussa contre celle-ci, le loquet mal engagé céda immédiatement. Dans un passage de seulement 1,20 m de large, Mathias ne pouvait ni manœuvrer ni contourner l'animal. Aucune porte n'était assez proche pour lui offrir une issue. Il n'eut pratiquement pas le temps de réagir. L'attaque vint par derrière. Selon la reconstitution, les blessures correspondaient à une agression prédatrice rapide dans un espace confiné. Une morsure prolongée portée à la région de la tête et du cou provoqua une incapacité presque immédiate. Mathias fut découvert par le soigneur arrivé pour l'équipe suivante. Le zoo resta fermé toute la journée. L'enquête révéla un manque chronique de personnel. Elle confirma que des employés travaillaient régulièrement seuls, en violation directe des règles écrites de l'établissement. Elle mit également en cause la direction pour ne pas avoir fourni les effectifs nécessaires. Les autorités municipales lancèrent un examen officiel du financement du zoo et de ses pratiques de sécurité. La lionne fut tranquillisée, puis replacée dans sa loge sans être blessée. 1,20 m. C'était toute la largeur du couloir. À peine davantage que l'espace nécessaire pour se tenir debout et se retourner. Il n'y avait aucun endroit où grimper, aucun passage où fuir, aucune protection entre le soigneur et une lionne de près de 180 kg. Seulement une porte maintenue en place par le frottement. Mathias avait demandé de l'aide et n'en avait pas reçu. Il était entré seul dans un passage à peine plus large que ses épaules, face à une porte que rien ne verrouillait réellement. Combien de fois cette même routine s'était-elle déroulée sans problème auparavant? Il avait suffi d'un seul matin différent pour révéler le prix de toutes les infractions devenues habituelles. Le 3 septembre 2018, le soleil de l'après-midi brûlait l'ouest du Kenya. Un petit parc animalier municipal se dressait le long d'une route poussiéreuse reliant 2 localités rurales. Le site était modeste. Quelques enclos se répartissaient dans une enceinte clôturée, financée par des subventions des autorités locales et par les recettes limitées des billets d'entrée.
Kamao Njoroge, soigneur principal et responsable de l'entretien, âgé de 50 ans, descendit dans le bassin partiellement vidé de l'hippopotame. Il s'apprêtait à commencer une opération de nettoyage qu'il avait déjà supervisée à de nombreuses reprises au cours de ses 22 années de service. Ses responsabilités dépassaient largement les soins aux animaux. Il devait aussi effectuer des réparations sur les installations, alors que le budget du parc permettait rarement de les entretenir correctement. L'établissement abritait un seul hippopotame mâle adulte, dont le poids atteignait environ 1,5 kg. Le complexe comprenait un bassin principal visible du public, une zone peu profonde voisine et un enclos sec accessible par une porte à armature d'acier. L'installation présentait un défaut de conception connu. Celui-ci avait été signalé à plusieurs reprises dans des rapports internes consacrés à l'entretien. Un muret en béton d'environ 90 cm séparait le bassin principal de la zone peu profonde. Lorsque le bassin était rempli, la profondeur de l'eau rendait cet obstacle relativement efficace. Mais dès que le bassin était vidé pour être nettoyé, le mur ne représentait plus qu'un rebord bas. Un animal agité, pesant plus d'1 tonne, pouvait le franchir sans difficulté. La direction avait repoussé les travaux de modernisation pour des raisons budgétaires. Elle estimait que la porte en acier de l'enclos sec constituait le principal dispositif de confinement et qu'elle suffirait à retenir l'animal. 90 cm. Voilà toute la hauteur de la barrière séparant le bassin vidé d'un hippopotame de plus d'1,5 tonne. Un mur de cette taille arrive à peu près à la taille d'un adulte. Les rapports avaient clairement signalé le problème. La direction les avait lus. À chaque fois, la réponse avait été la même. La porte principale tiendrait. Cet après-midi-là, la porte de la zone de retenue était correctement verrouillée. Kamao entra dans le bassin partiellement vidé avec des bottes en caoutchouc. Il avançait dans la boue et les sédiments accumulés depuis le nettoyage précédent. La matière lui arrivait jusqu'aux genoux. Wanjiku Mwangi, une soigneuse débutante âgée de 28 ans, surveillait l'opération depuis la passerelle d'observation située au-dessus du bassin. La vidange agita l'hippopotame enfermé dans la zone de retenue. Le bruit de l'eau quittant le bassin, les vibrations mécaniques de la pompe et la transformation de son territoire provoquèrent chez lui un comportement de plus en plus agressif. L'animal se jeta plusieurs fois de suite contre la porte. Les hippopotames comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique et figurent parmi les principales causes de mort liées aux grands animaux sur le continent. Un mâle adulte pèse couramment entre environ 1 tonne 300 kg et près de 1 tonne 800 kg. Malgré cette masse, il est capable d'accélération brutale dans l'eau peu profonde. Sur une courte distance, il peut se déplacer beaucoup plus vite qu'un humain à pied. Ses mâchoires peuvent s'ouvrir selon un angle proche de 180 degrés. Elle découvre des canines dépassant parfois 40 cm. La morsure exerce une pression supérieure à 125 bars, suffisamment forte pour briser les os, perforer des organes et provoquer des lésions internes catastrophiques. Après plusieurs chocs successifs, les charnières de la porte cédèrent. Elles avaient été fragilisées par des années de corrosion, conséquence de leur exposition constante à l'eau du bassin et à l'humidité. Elles n'avaient jamais été remplacées à temps. La porte s'effondra. L'hippopotame surgit dans la zone peu profonde voisine. De là, il franchit le muret désormais entièrement exposé et pénétra dans le bassin principal. Kamao se trouvait toujours dans la boue jusqu'aux genoux. Il ne disposait d'aucun appui solide et d'aucune sortie réellement accessible. L'hippopotame traversa l'eau peu profonde et les sédiments à une vitesse terrifiante. Kamao ne pouvait pas courir. La boue retenait ses bottes, emprisonnait ses jambes et lui retirait toute possibilité de mouvement rapide. L'attaque suivit un comportement déjà documenté chez l'hippopotame. L'animal ouvrit largement ses mâchoires, puis referma ses dents sur le torse du soigneur. Ses canines traversèrent les tissus et brisèrent plusieurs côtes. L'hippopotame lâcha Kamao, décrivit un cercle dans l'eau peu profonde, puis attaqua une nouvelle fois. Ce type de comportement correspond à une agression territoriale dans un milieu fermé, lorsque la victime ne peut pas s'éloigner. Depuis la passerelle, Wanjiku assista à toute la scène. Elle lança l'alerte par radio. Une équipe de secours intervint,
Mais Kamau avait déjà subi des morsures mortelles avant que l'animal puisse être repoussé. Son décès fut constaté sur place. Wanjiku se trouvait juste au-dessus de lui. Elle était assez proche pour tout voir, mais elle ne disposait d'aucun moyen d'arrêter l'attaque. Cette image, celle d'une soigneuse immobilisée sur une passerelle tandis que son collègue se trouve piégé en contrebas, reste l'un des éléments les plus éprouvants de cette histoire. L'enquête découvrit que les pièces métalliques de la porte étaient corrodées et qu'elles n'avaient été ni inspectées ni remplacées selon le calendrier prévu. Elle confirma également que le défaut du muret avait été décrit dans plusieurs rapports internes sans jamais être corrigé. Enfin, elle souligna l'insuffisance des financements nécessaires à l'entretien d'installations conçues pour contenir une faune aussi massive et dangereuse. Le parc suspendit son programme consacré aux hippopotames pour une durée indéterminée. Dans ce dernier drame, chaque faiblesse était déjà connue. La corrosion avait eu des années pour progresser. Le défaut de la barrière avait été observé, consigné, puis signalé. Le manque de financement avait été reconnu. Rien n'était caché. Les avertissements existaient, les rapports existaient. Le danger avait été décrit à l'avance. Et pourtant, rien n'avait été réparé avant que la porte ne cède.